équipe sur un projet qui a démarré il y a très longtemps. Donc je vais laisser la parole à Sylvain, qui va nous parler de la genèse de ce projet. Et ensuite, on donnera la parole aux différents intervenants. Alors, bonsoir mesdames et mes rares messieurs, bravo. Je ne vais pas vous parler d'ovocytes, je ne vais pas vous parler de ponction, de transfert ou d'eau vitrelle. Je voudrais vous dire combien je suis ce soir ému et heureux. Alors pourquoi ému ? Ému parce que l'infertilité et l'AMP étaient un sujet que j'avais en tête depuis que notre premier ami d'enfance, je dirais autour d'une vingtaine d'années, est devenu papa et nous a dit moi au moins je sais que pour moi physiologiquement ça fonctionne, je peux être papa. Quand il a dit ça, il a ouvert une porte dans mon esprit en me faisant prendre conscience que malheureusement devenir parent n'était pas forcément possible pour tout le monde facilement. Et donc c'est un sujet qui m'intéressait à partir de ce moment-là. Quelques années après, malheureusement, avec ma compagne Céline, lorsque nous avons eu des difficultés à avoir notre fils Tom, en fait, c'est devenu un sujet personnel pour moi. Et pour le coup, la question ne se posait plus de savoir si je devais travailler ou pas sur la question. C'était devenu une évidence. Après, je suis heureux parce que en ayant réalisé ce travail au long cours, les premières photos datent de septembre 2016. En fait, je suis devenu le récipiendaire de beaucoup de témoignages. Vous pourrez les découvrir dans le livre. Et ça, aujourd'hui, d'avoir enfin ce livre dans les mains, si vous voulez, ça me... de réussir, c'est vraiment un pas super important pour moi. Et je tiens à remercier tous les différents témoins, les différentes histoires que j'ai pu accompagner. Là où aussi où je suis content, c'est que donc on parle d'AMP, on parle d'infertilité, mais j'ai réussi à réunir dans ce livre. Alors autant au début j'ai commencé avec des couples hétéros, qui est un peu une norme un peu trop forte. Mais dans le livre, j'ai aussi les mamans solo et j'ai aussi les couples de femmes. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Voilà, je vous remercie. Alors, maintenant, je donne la parole à Brigitte, donc, qui édite des livres de photos et qui a accepté de traiter de ce sujet. Et il faut dire quand même, Sylvain, que des éditeurs, tu en as contacté quand même, avant de rencontrer Brigitte. Ça n'a pas été simple. Alors, je voudrais éviter qu'on aborde les choses qui fâchent, parce que sinon, ceux qui me connaissent savent que je peux parler longtemps, et malheureusement... Bon alors, donne le micro à Brigitte. Donc non, oui, effectivement, pour faire court, oui, ça a été compliqué. La rencontre avec Brigitte s'est faite grâce à un ami de longue date. Et après, ça a vraiment, ça a coulé de source, quoi. C'est vraiment génial. Mais oui, c'est un sujet qui, dans la presse, reste difficile. Et même avec l'actualité de la révision de la loi de bioéthique, par exemple, j'ai pas eu de... Enfin, voilà. Donc, oui, compliqué. Donc, heureusement, sur ton chemin, tu as rencontré Brigitte. Oui, alors c'est vrai que ma maison d'édition, d'habitude, s'intéresse plutôt à la photographie. On ne fait évidemment pas que des livres avec que des images, il y a aussi parfois des corpus de textes. Donc j'ai rencontré Sylvain, ça va faire maintenant un peu plus de 2 années. Et c'est vrai que ce sujet, comme un peu les grands sujets de société, finalement, nous concernent tous de manière assez intime. Je pense qu'on a tous autour de nous, qu'on le veuille ou non, des proches ou des amis qui étaient confrontés, en effet, à ce type de difficulté d'avoir des enfants. Donc pour ma part, c'était dans ma famille un de mes beaux-frères. Mon beau-frère et ma belle-sœur ont eu 3 enfants, mais les 2 premiers ont été conçus en effet par FIV. Donc
c'est vrai que c'est un sujet particulièrement difficile et pour lequel on a aussi tous des a priori qui peuvent être assez puissants. Preuve en est évidemment cette grande manif pour tous. Moi j'avais des souvenirs en effet de ces grandes manifestations dans les rues de Paris qui rassemblaient des milliers de personnes. Donc on touchait là à un sujet hautement sensible, de la même manière je pense que la fin de vie. Donc autant la mort que la vie sont des sujets majeurs dans nos sociétés et qui sont abordés de manière souvent très ou militante bien sûr, mais aussi de manière très quel est le mot juste, un petit peu de manière partisane, politique, etc. Donc, mais de la même manière que tous, je pense, autour d'une table, on peut être amené à avoir des jugements hâtifs ou des jugements par faute, par ignorance, je dirais. Et donc, j'étais comme ça, moi aussi, en vérité. Je pense que j'ai un certain nombre d'a priori qui sont tombés en m'intéressant vraiment de manière pointue à ce sujet, grâce évidemment à Virginie qui, depuis 10 ans, grâce à BAMP, nous a apporté énormément de mines d'informations. Donc je tiens vraiment à remercier Virginie parce que c'est elle qui a conçu aussi un petit peu ce livre comme un livre choral, c'est-à-dire on a voulu vraiment appuyer tous vos témoignages et le travail photographique de Sylvain par des paroles d'experts, c'est-à-dire on voulait aussi que ce livre soit une manière de donner des éléments d'information justement hors partisane, hors cause partisane ou trop militante, enfin militante oui, mais voilà, l'idée c'était vraiment de donner à avoir un maximum d'informations sur ce sujet. Et donc Virginie, tu nous avais vraiment aidé à concevoir ce livre et en faisant appel à des experts qui étaient vraiment légitimes à parler des sujets qui les concernaient. Et donc voilà, pour donner toute la sensibilité que méritait ce projet, pour restituer votre parole précieuse. Oui, je tiens à dire que la photographie, c'est un élément difficile sur ce type de sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette BD « Un bébé si je peux » de Marie Dubois, mais c'est vrai que quand on est confronté à la photographie, on est confronté au réel. Il n'y a pas cette distance que peut apporter le dessin ou l'illustration ou l'humour. Donc là, vous avez dans vos parcours mis énormément d'humour aussi et de recul pour pouvoir affronter toutes les étapes qui ont été les vôtres dans les parcours AMP. Mais voilà, la photographie n'est pas un médium facile, je trouve, pour aborder ce sujet. Je trouve que vous avez été très courageuse et courageux pour les garçons qui sont présents dans ce livre, d'accepter la présence d'un photographe dans des étapes qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc, pour donner toute la mesure de cette sensibilité, on a fait appel à une directrice artistique, Marie, qui est ici, et à une journaliste qui a recueilli aussi vos mots et qui a mis en récit donc, tous ces témoignages. Donc je pense que je vous donne la parole aussi à vous deux. Valérie, commence. Alors, moi, j'ai été vraiment ravie de travailler sur ce projet. Avec Brigitte, on a travaillé déjà plusieurs fois ensemble. Et quand elle a évoqué ce projet qui n'était pas encore vraiment démarré, j'étais sur les starting blocks. Limite, je l'ai supplié de travailler là-dessus. Sans doute aussi parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, puisque personnellement, je suis passée par l'AMP et j'ai 3 enfants, 1 adopté et 2 sans AMP. Donc voilà, la première partie n'a pas vraiment fonctionné, mais après, ça a marché de différentes manières. Et donc, c'était vraiment important pour moi, qui fait aussi par ailleurs de la fiction, et d'avoir jamais osé parler de ce sujet, de pouvoir porter la voix de ceux qui avaient le courage d'en parler. Et c'est pour ça aussi que pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment très important dans ce livre-là. Puis c'est aussi au moment où j'ai découvert les photos de Sylvain, où j'ai vraiment été extrêmement bouleversée par la façon dont il arrivait à parler à montrer l'absence, l'attente, l'univers médical, mais à travers finalement toute cette humanité. Et donc vraiment, j'ai adoré travailler sur ce projet. J'ai beaucoup aimé rencontrer les différents témoins. Et c'est vrai que ça a été des moments assez intenses. J'ai trouvé extrêmement intéressant de pouvoir parler d'approches différentes, puisque chacun a une sensibilité extrêmement différente, vit les choses de manière très, très singulière. Et c'était important de transcrire ça sans en même temps marcher sur la partie visuelle et essayer de laisser la place à la photo, qui est quand même le principal sujet, en tout cas du cahier sur lequel j'ai travaillé.
Et Marie a su très bien mettre en forme tout ça. Alors, juste, on peut dire que justement, sur la mise en forme, il y a 2 aspects, parce que Sylvain a travaillé sur deux thèmes, à la fois des photographies de chambre chez les personnes qui t'ouvraient leur maison, et donc photographier cet espace dédié à l'enfant qui ne vient pas dans le cadre des parcours d'AMP, et puis tout le travail de suivi et d'accompagnement que tu as fait en France, même tu es allé à l'étranger pour accompagner certaines personnes, pour suivre leur quotidien, mais leur quotidien qui se constitue de 2 choses, la question médicale, quand on est au centre, mais aussi tout le reste de la vie, qui finalement représente la plus grosse part de ce qu'on vit quand on est en AMP, parce voilà, les médecins, on a des rendez-vous de temps en temps, alors que le parcours d'AMP, l'infertilité, le désir d'enfant, il envahit toute la vie. Et moi, je trouvais que ça, c'était assez remarquable, la manière dont tu montrais des choses, des émotions, du quotidien, où on sent bien comment ça peut être compliqué pour les personnes, ce qu'elles sont en train de vivre, mais en même temps, voilà, elles sont quand même dans la convivialité. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais rajouter sur tes photos. Oui, merci Virginie. Effectivement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais moi j'étais ravie de travailler sur ce sujet. Effectivement, c'est aussi un sujet qui me touche dans ma famille, aussi pour mon frère et ma belle-sœur. Et ce que je voulais dire, c'est que j'étais vraiment très heureuse de découvrir les photos de Sylvain et de réussir, enfin de me plonger dans le récit de chacun de vos parcours et d'avoir... voilà, c'était une vraie joie, en fait, de faire cette mise en page, de raconter une histoire à partir de ces photos, et bien sûr soutenue par le texte de Valérie. Et par rapport aux chambres bleues, elles sont... les chambres qui attendent l'enfant désiré, elles sont présentées... de manière égale, donc vous pourrez les voir dans le livre. Et on voulait pour la couverture, en fait, mettre non pas une photo, pour ne pas choisir un parcours ou une chambre plutôt qu'une autre, mais montrer voilà, justement le désir, l'attente et cet espace très intime, en fait. Et voilà. J'aimerais j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. C'est le titre La Chambre Bleue. En fait, il vient d'une rencontre avec BAMP pendant une discussion. Avant que je commence à faire des photos, j'avais un petit peu mon expérience personnelle, mais j'avais aussi envie d'entendre ce que des patients avaient envie de voir. Comment ils trouvaient le traitement journalistique et photographique des sujets qui avaient été faits sur l'infertilité. Et au fil de la discussion, à un moment, j'entends parler de « Ah, toi aussi, chez toi, tu as la chambre bleue ». Alors, j'arrête la discussion. Virginie, tu me contredis si je dis une bêtise. Et en fait, c'est ce moment-là qui m'a donné l'idée de photographier la chambre en devenir. Et donc ça m'a permis d'avoir cette deuxième façon de traiter le sujet, que je trouve aussi super importante. On vous donne la parole. Moi je suis Chloé, je suis en couple avec Agathe et actuellement habitée par une 3e personne. Et on a rencontré Sylvain il n'y a pas si longtemps que ça, finalement en janvier, alors qu'on savait qu'on allait... c'est très long, tout le monde le sait, je pense, le parcours PMA en France actuellement. Donc on savait qu'on allait avoir un rendez-vous, on savait que ça allait commencer. Mais on a la chance d'être lesbienne et de savoir que ça va se passer comme ça de toute façon. Donc on avait quelque chose de... On n'abordait pas ça avec lourdeur ou c'est un fait, quoi. On sait qu'on va y passer. On est plutôt calé sur le sujet du coup. Et on a eu la chance d'arriver à Tenon, qui est un chouette endroit pour les couples comme nous ou pour les femmes seules. Et voilà, moi je me dis que notre parcours, notre existence de
de femmes seules et de peut-être plus de couples de femmes, où on sait qu'on va y passer, on est peut-être un peu plus légère, parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Si on veut un bébé, il faut aller à l'hôpital. Et donc, voilà, on est légère et contente. Tu veux dire un truc ? Bonjour, bonsoir. Non, enfin, j'avais pas spécialement de choses à ajouter à ce que tu as dit, mais effectivement, c'est vrai que nous, enfin, Chloé et moi, notre approche de l'AMP, elle est forcément différente. On n'y va pas avec les mêmes angoisses, même si quand il y a les premiers essais, il y a forcément aussi cette peur de l'échec, de comment on va le vivre. Mais c'est vrai que l'échec est, j'imagine, vécu différemment chez nous que lorsqu'il y a des problèmes d'infertilité. Donc c'est vrai que la façon d'aborder la question est totalement différente. Mais c'était quand même intense comme parcours, et même au niveau de notre couple, de tout ce que ça engage. Mais c'est vraiment une aventure, et finalement je suis plutôt ravie, enfin, j'imagine que toi aussi, d'être passée sur un parcours comme ça, parce que ça amène aussi une façon de voir les choses totalement différente sur la maternité, et en tout cas j'ai trouvé que c'était une très belle aventure. Voilà. Alors, moi je suis Anne-Laure, mariée avec David, et on est parents d'un petit garçon de 2 ans, Armand. Moi, quand j'ai vu l'annonce écrite sur un mur de Sylvain, je me suis dit il faut qu'on se fasse photographier, parce que je reste persuadée que ce qu'on va vivre ensemble avec mon mari, il faut qu'on en parle en fait. Et je trouvais que passer par le biais de photos, c'était un moyen de communication simple et en même temps très puissant. Je l'ai déjà entendu ce mot, mais j'ai bien aimé. Je savais que lui aussi, enfin, je devais accoucher d'un enfant, j'en étais persuadée que ça allait marcher un jour, je ne savais pas comment, quand, comment, pourquoi ou autre. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrivait, mais je savais que si je le vivais, c'est que j'avais la force de le vivre. Donc la PMA, pour moi, ça a été vraiment une expérience de vie, avec des rencontres, dont celle avec Sylvain, qui est rentré dans notre vie. Pas évident, mais en même temps, il a toujours su être là sans être là. Et aujourd'hui, on est très, très, très content de voir le résultat et de pouvoir me dire qu'un jour, je vais montrer ça à mon fils, et qu'en tant que petit garçon et futur homme, il va pouvoir aussi communiquer sur ce sujet, et ça n'a pas de prix. Voilà ce que je pouvais dire. Après, si vous avez des questions. Oui, si je peux ajouter des choses, c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu lire, apprendre de tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu accueillir comme témoignage ou comme parole d'expert, ce qui m'a absolument bouleversée, moi, c'est ce désir d'enfant qui dépasse tout et qui transcende aussi les difficultés. C'est ce que raconte une des personnes qu'on a interviewées pour le livre, Séverine Mathieu, qui parle de ce désir d'enfant. Et moi, je trouve que c'est ce désir d'enfant qui m'a un peu, qui m'a fait changer d'avis sur un certain nombre de certitudes que je pouvais avoir. Et donc, je suis très heureuse de d'avoir fait ce livre avec vous tous, ou toutes, et que ce livre puisse en effet essayer de faire tomber ces a priori chez d'autres personnes, et qu'on puisse faire du sujet une priorité. Donc c'est vrai qu'on a, moi j'ai appris que le gouvernement avait commandé ce rapport, que ce rapport est un petit peu oublié dans les limbes. Et moi j'ai une fille de 20 ans et je me dis, mais je ne comprends pas que personne ne nous parle à 20 ans, 25 ans du fait qu'on puisse ou non être fertile, ou que demain on puisse avoir en effet tomber amoureux de quelqu'un du même sexe, et de pouvoir faire en sorte que ce désir en enfant se matérialise sans qu'il y ait débat. Donc évidemment, après, il y a toute une série de mesures, il faut être attentif sur la manière dont ça se déroule. Mais en tout cas, voilà, ce désir enfant, il est vraiment extraordinaire. Vous en êtes la preuve. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter, ce petit mot. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Alors, le livre est arrivé, mais avant le livre, on avait pu exposer les grandes photos que vous avez vues dans l'impasse. Donc ça avait été exposé dans un colloque médical d'un laboratoire. Donc on avait exposé
C'est pas forcément simple non plus pour les médecins de voir ces images-là. Nous, dans le cadre de l'association, on a un petit travail sur la création photo, texte, tableau, qu'on avait à un moment donné exposé dans le cadre d'un congrès médical spécialisé en infertilité. Donc on avait dû montrer les photos qu'on voulait exposer. Et finalement, quand on est arrivé avec nos photos, on s'est fait réprimander parce qu'il y avait des photos avec des bleus de femmes sur leur ventre. Et on nous avait dit « Ah mais non, on peut quand même pas montrer ça ». Et donc là, voilà. Moi, j'espère que ce livre-là, il va permettre à tout le monde de se dire on peut montrer, parce qu'on fait de la prévention en montrant, on fait de la sensibilisation, et on élargit l'esprit des gens, en fait, en montrant la réalité, et pas juste des images un peu aseptisées, des médecins qui mettent des paillettes dans des cuves avec de la fumée. Voilà. Moi, je reviens encore à cette histoire de la vie réelle, comme tu disais, Brigitte. Je trouve que les photos, elles montrent ça, et elles montrent comment le désir d'enfant, il peut prendre toute la place dans une vie, alors plus ou moins joyeusement, et voilà. Je pense qu'en effet, ton expérience, Virginie, et la vôtre, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'AMP est souvent réduite à cet espace très médicalisé d'un hôpital, et il se passe des choses avec, soit quand on fait le don de sperme, ou soit quand on subit en effet des interventions pour que les choses avancent. On oublie trop souvent en effet qu'en dehors de ces rendez-vous, vous avez une vraie vie avec un travail. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, je crois, d'accès à l'AMP, puisqu'en effet, certaines personnes doivent faire des kilomètres pour aller dans un centre AMP, etc. Donc je pense que pendant cette semaine de sensibilisation, ce sont des sujets qui sont abordés, mais c'est vrai que les médecins nous racontent souvent, enfin en tout cas Séverine Mathieu de la même manière, quand elle faisait ses interviews, qu'elle allait rencontrer des gens qui étaient en parcours d'AMP, mais qui étaient en région, dans des endroits où il y a très peu d'offres médicales ou de centres AMP. C'est un vrai problème de conjuguer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, puisqu'il faut prendre des jours de congé, il faut les prendre un petit peu au dernier moment quand c'est le bon moment. Donc c'est vrai que derrière cette sphère médicale, il y a évidemment toute votre vie, la vie que vous pouvez mener, comme nous tous, mais qui est ponctuée de grands rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Donc en effet, c'est un des sujets qui est abordé dans ce livre, comme d'autres. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions. Alors, oui, alors, il y a des gens qui l'ont précommandé, et la précommande a permis de soutenir les premiers exemplaires qu'on tient dans la main. Parce qu'après, entre l'idée et la chose, comme disent certains, des fois, il peut y avoir un grand gap. Et là, malgré l'idée, malgré les témoignages, malgré les photos, passer à l'édition, tout ça, ça demande de l'argent. Donc on a fait un système de précommande, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout bouclé pour pouvoir inonder la France, toutes les librairies de France de ce livre. Le livre est déjà là, donc bien sûr vous pouvez le précommander, enfin pas le précommander, le commander, on en a quelques exemplaires ici, et puis sinon il est disponible en ligne, et il sera en librairie, pas tout de suite, parce qu'on veut vraiment travailler le livre en amont avec ce qu'on appelle dans notre jargon les représ. Les représ, ce sont les représentants qui vont en librairie, qui parlent de ce livre, et qui font que début mars, le livre sera en librairie. Ça nous permettra d'ici là d'aller vraiment pousser auprès de la presse, des journalistes, pour être sûr que quand le livre arrive en librairie, il y a de la presse, on entend parler de ce projet. J'espère qu'on aura la chance d'avoir plein d'articles. Il y en a un qui paraît bientôt dans un magazine du dimanche, JDD. Le JDD magazine, qui parle beaucoup de ce projet. Et on espère pouvoir éveiller un petit peu les journalistes à ce sujet. Bon, il y a eu quelques articles un peu récemment, mais l'actualité du printemps, j'espère, donnera envie aux journalistes. Peut-être que d'ici là, le gouvernement va se réveiller aussi. On va travailler vraiment en amont pour être sûr que ce livre ait un véritable écho et puisse justement faire connaître tous ses parcours et le travail de photo de Sylvain auprès du plus grand nombre, parce que c'est vrai qu'on est vraiment tous concernés. Moi, j'ai été vraiment abasourdie d'avoir les chiffres devant les yeux. C'est vrai que peu de gens le savent. Quand on parle de sujets autour de soi, on se rend compte que plein de gens n'ont pas
n'ont pas la conscience de l'ampleur du phénomène de l'infertilité ou des problèmes qui sont liés en effet à l'environnement. Et puis, donc voilà. Donc, début mars pour la sortie officielle, mais voilà, d'ici là, vous pouvez le commander. On réimprimera s'il faut, s'il n'y en a plus. Donc il y en a plein dans l'impasse. Dans le livre, il y a aussi des pages sur les chiffres, et puis les pages des experts et des représentants de deux associations, donc Maman Solo et les Enfants d'Arc-en-Ciel. Et nous, au sein de l'association, on a toujours un objectif depuis 10 ans, c'est de rassembler tout le monde. Donc les patients, les chercheurs, les médecins. Donc le livre, il ne pouvait pas s'écrire sans certains experts. Donc on a essayé de solliciter des experts même très éloignés, par exemple des Coréens, parce qu'à une époque, au sein de l'association, il y avait le ministère de la Corée est venu en France rencontrer l'ABM, rencontrer les associations, parce qu'ils ont des difficultés au niveau de leur taux de fécondité, et donc ils voulaient comprendre. Bon, je crois que ma traduction coréenne n'a pas dû marcher, ils ne m'ont pas répondu. On a une chercheuse italienne qui a répondu. Voilà, on aurait voulu avoir plus de monde, parce qu'il y a dans ce champ de l'infertilité, il y a plein de sujets sociologiques, anthropologiques, médicaux. Dans le champ médical, on a l'AMP, on a la génétique, on a l'avenir. Enfin, voilà, on ne pouvait pas tout mettre, mais en tout cas, on a essayé de mettre déjà notre cœur dans le livre. On fera un tome 2. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je pense qu'il reste des photos je aussi. Sais pas, mais c'est vrai que je pense que le point commun, c'est ça, c'est l'abnégation, parce que tu as commencé ce travail en 2016, le livre, on est fin 2023, donc ça a pris du temps, ouais, ça a pris du temps. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui va continuer évidemment à évoluer. On avait rencontré des gens qui font de l'intelligence artificielle pour permettre, je pense que j'ai pas entendu toute la conférence précédente, mais qui permet de mieux sélectionner les embryons, ou en tout cas peut-être de comprendre pourquoi certains embryons fonctionnent mieux que d'autres. Donc il y a évidemment là dans ce domaine beaucoup de progrès à attendre. Et puis sur la sociologie aussi peut-être. Enfin, après il y a ce grand débat de la GPA aussi qui est un peu connexe. Qui va sûrement encore faire parler de lui. Donc c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à raconter. Et alors, vu qu'on est toujours ensemble et que c'est mieux, je vous laisse la parole après, monsieur. Je pense qu'on peut aussi solliciter les bibliothèques pour qu'elles puissent acheter le livre. Donc là, c'est le petit travail des petites mains des bénévoles. Et puis donc, on va essayer de tout faire et d'avoir les financements pour avoir une vraie campagne de communication pour que les médias grand public puissent en parler. Oui, je voulais juste apporter un petit témoignage. Il s'avère que j'ai rencontré Sylvain par hasard, ou en tout cas par la photographie. Et dans la vraie vie, en dehors de faire des photos, je suis chirurgien gynécologue et accoucheur. Mais je ne connaissais pas le travail de Sylvain. Et le hasard nous a conduits à échanger autour de son travail photographique. Et alors il a eu l'occasion de me montrer quelques images qui sont dans le livre. Et je me suis rendu compte que je les avais vues assez rapidement. Et évidemment, j'ai envie de les voir avec beaucoup plus de temps. Mais il y en a une qui est restée imprimée quelque part et qui m'a poursuivi pendant mes consultations. C'est l'image d'un couple qui est en train d'attendre un résultat chez eux. Et là, ça a ouvert la porte dans mon esprit d'un monde, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que je fais ce métier, et je me suis dit, en fait, dans mon impensé, j'avais jamais imaginé cette partie-là, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'évidemment, je vis dans cet univers aseptisé, encore plus aseptisé, parce que moi je fais de la chirurgie robotique, donc c'est très technique. Ça répond à des problématiques d'endométriose, de chirurgie de l'infertilité, etc. Mais je n'avais jamais imaginé ce qui se déroulait de l'autre côté. Et là, c'est comme si le travail à la chambre noire de Sylvain était venu éclairer, mais carrément, toute la partie d'un monde. Et je me suis étonné, je me suis dit, c'est quand même fou d'avoir jamais, de ne jamais l'avoir imaginé, ce monde-là. Et c'est toute la problématique des médecins qui souvent sont, on va dire, experts du diagnostic ou du traitement, mais connaissent bien moins bien la réalité du vécu
de leurs patients, parce qu'évidemment, ça ne se passe pas sous leurs yeux. Et dans les photos que j'ai vues rapidement, j'ai été très frappé, d'ailleurs, c'est une idée qui est restée, c'est-à-dire je me suis dit, waouh, si en tant que photographe, alors c'est marrant parce que j'ai la double identité, si en tant que photographe et pourtant gynécologue obstétricien, j'avais voulu faire le travail de Sylvain, je ne serais jamais allé chez eux. Ou en tout cas, j'en aurais pas eu l'idée. J'aurais eu l'impression que ce que j'avais à dire ou à montrer, ça se passait dans l'univers dans lequel que je maîtrise, en fait. Et c'est là toute la richesse de ce livre, de mon point de vue, c'est de montrer l'autre face. Et en particulier pour les médecins, alors là, c'est la porte d'un univers, en fait. Parce qu'effectivement, l'univers que nous vivons, il se passe dans les quelques mètres carrés du bureau de consultation ou du bloc opératoire ou du labo, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc bravo. Merci Frédéric pour ton témoignage qui me touche beaucoup. Ça illustre bien ce qu'on a pu entendre aujourd'hui sur la difficulté pour les médecins, pour les spécialistes, de comment annoncer les choses, comment traiter. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Après, pour répondre sur le côté présentiel, vraiment sur des moments clés. Par exemple, j'ai assisté plusieurs fois à l'ouverture du résultat de la prise de sang pour savoir si une grossesse a commencé ou pas. Ça, typiquement, c'est des moments où moi, une tierce personne comme moi, et d'autant plus avec un appareil photo, n'a rien à faire par définition. Et vraiment, je remercie mes témoins parce que j'ai pu assister plusieurs fois à ça et ça me donne... c'est un privilège immense que j'ai eu. Je peux vous donner un autre exemple. J'ai fait des photos, vous pourrez voir dans le livre, pendant des ponctions. Pendant la ponction de sites, le conjoint ou la conjointe est pas autorisé à accéder. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. De même que j'ai pu photographier pendant une césarienne. Alors, je ne me suis pas intéressé à la césarienne, mais j'étais dans le bloc opératoire pendant la césarienne avec le couple. Et donc, pour moi aussi, la force de ce travail, c'est d'avoir réussi à pénétrer, à être présent à des moments où vraiment l'intime m'empêche, où ma présence n'est pas naturelle en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu veux intervenir? Je me permets de rebondir un petit peu sur ce que le médecin vient de dire. Ça me fait penser à une anecdote où après la dernière année de PMA, la 4e année, où là on m'a demandé de refaire des examens que j'avais déjà refait. Et je connaissais presque mieux mes dossiers que certains médecins qui commençaient à découvrir ce milieu-là, ce monde-là. Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à écrire des mails très personnels sur ce que je ressentais aux médecins en réponse à ces ordonnances qui me demandaient encore d'aller me faire ceci, faire cela. Et en fait, j'ai remarqué qu'en ouvrant mon cœur, le médecin avec qui j'avais une relation par mail a compris qu'en fait, quand on sortait des bureaux en fait, médicaux, de l'hôpital, il ne se rendait pas compte des émotions qu'on avait à l'intérieur de nous face à ces ordonnances qui étaient distribuées. Et là, j'ai su transmettre mes émotions à travers les mots. Il a dit « Ok, j'ai bien compris en fait ce que vous voulez. Je vais écouter en fait vos mots et on ne va pas faire ces examens parce qu'en effet, il n'y en a pas besoin. C'est juste parce que moi, j'ai repris un dossier à zéro. Je n'ai pas forcément lu tout ce qui avait été fait. Et en fait, ils m'ont écouté et ça s'est très bien passé. Et voilà, on a pu avancer, mais tout en écoutant nos ressentis à moi et mon mari. Et c'est vrai que ça, on comprend, on voit, on observe bien qu'en fait, les médecins n'ont pas le temps
de prendre ce temps-là d'écoute sur est-ce que cet examen, il est peut-être pas en trop là, ou on ne devrait peut-être pas le faire, voilà. Mais ils sont aussi dans des protocoles, des process, des analyses qui font que... Voilà. Et ce livre, en fait, va peut-être permettre aussi de montrer une autre couleur de l'arc-en-ciel de ce parcours lumineux. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires? Non. Donc, est-ce que nous, on peut conclure? Peut-être en parlant du prix, de là où on peut l'acheter. Non, mais soyons il était en précommande à 25 €, donc on est désolé pour tous ceux qui n'ont pas entendu parler du livre avant aujourd'hui, mais maintenant il est à 40 €. Mais voilà, ça reste, je pense, j'espère, en fait, on espère que ça reste accessible. Et bon, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à regarder, beaucoup d'images. Entre, en effet, ces paroles d'experts, mais surtout les récits. Vous en avez eu un aperçu aujourd'hui, mais voilà, les récits sont très bien écrits, très bien mis en page, très intéressants à lire et à voir. Et voilà, donc je pense que ça peut vraiment changer et vous apporter énormément de choses, en plus de tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et si vous suivez BAMP depuis longtemps, voilà, ça viendra compléter un certain nombre de choses. Et on sait que voilà, la science avance. On espère qu'en effet, la science permettra qu'il y ait moins d'examens inutiles. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui se mijote. Pas fini. Voilà. Non, vas-y. Je voulais finir en disant un grand merci à Virginie, une femme exceptionnelle, qui ne se départit pas de son sourire, jamais. Et voilà, enfin, je suis vraiment ravie aussi d'avoir refait ta connaissance grâce à Sylvain. Bravo pour ces 10 ans. Alors attendez les filles, parce que toi tu voulais rajouter quelque chose. Et alors moi je voulais remercier donc, les gens qui ont témoigné auprès de Sylvain. Sylvain avec qui on a tenu sur le long terme, et puis Brigitte et ton équipe, parce que ça nous fait vraiment un beau cadeau pour les 10 ans de l'association Collectif BAMP. Merci. Elles font les faux folles. Et ce grand merci. Des fleurs. Et merci les filles. Alors là, je vous présente les bénévoles de l'association. Venez. Allez-y les filles. Allez-y. Une partie des bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui habitent plus ou moins loin, qui sont plus ou moins occupés. Allez-y, mesdames. On ne reste pas dans l'ombre, parce que sans vous, les choses ne peuvent pas se faire non plus. Donc là, on a Céline, on a Camille. Alors Marie-Joëlle, vous l'avez vu au cours de la journée. Alors Céline, elle a bougé. Donc maintenant, c'est Laure. On a Véronique, on a Estelle, on a Stéphanie, on a Marie, on a Laurence. Donc voilà, c'est beaucoup de femmes. Alors certaines ont des conjoints qui s'investissent plus ou moins, gardent les gosses, font des choses annexes, on va dire. Mais voilà, on est là aussi grâce à tout ce que vous faites les unes les autres. Certaines depuis très longtemps, d'autres depuis moins longtemps. Et merci. Et nous, on a tenu à faire ce petit geste envers Véro et toi, parce que vous étiez à l'origine de l'association. Alors Virginie, elle est toujours modeste, elle se présente toujours comme cofondatrice de l'association. Ça n'empêche que, oui, c'est un collectif, mais c'est quand même toi qui es là depuis le début et qui a tenu sur la longueur et qui permet que, voilà, on a mis en œuvre tout ça, parce que quand même du chemin parcouru depuis 10 ans. Merci à toi, merci de nous soutenir toutes les unes et les autres, et qui fait qu'ensemble on arrive à mettre tout ça en œuvre, tant bien que mal. Ouais, c'est ça. Qu'il y a 10 ans, on était très loin de beaucoup de choses. Et que quand même en 10 ans, l'association, malgré les difficultés, elle a réussi à mettre des choses en place, à faire bouger, notamment dans la relation avec les médecins, un peu les médias, même si voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais
c'est sûr, il faut des gens qui sont là et qui tiennent sur la durée, mais il faut aussi des gens qui font plein d'actions. Et là, les bénévoles que vous voyez font plein d'actions. Estelle à Lyon, elle est responsable de l'antenne, elle organise des rencontres, elle va voir les médecins, elle va voir les médias. Céline, qui est là, elle est bénévole à Paris, elle est aussi sage-femme. Camille, elle est bénévole à Paris. Laure, bénévole à Paris. Oh, c'est bizarre, on croirait qu'on est à Paris. Marie-Joëlle, elle est bénévole à Paris. Donc Estelle à Lyon. Véro, c'est la trésorière, elle garde les sous. Marie, c'est le 95 avec Stéphanie. Et Laurence qui vient du plus loin, parce que là, tu vois, tu viens de Bordeaux. Après, il y a d'autres bénévoles qui ne sont pas là et qui s'associent à vous remercier aussi de venir, de partager sur un sujet qui reste compliqué, mais que nous, on a envie de décompliquer.